Bonjour tout le monde. Je vais commencer par faire un petit peu de ménage parce que je vous ai préparé une petite surprise. Donc avant de venir vous voir, je suis passé faire des courses. Alors, bon, on parle de la débancarisation. Bon, la débancarisation, évidemment, ça commence par les pièces d'argent. Hein, voilà, une Vera Valor, une once d'argent ou une Vera Gold, hein, une once d'or. Donc ça, c'est bien, c'est pratique, c'est chouette, ça permet de stocker de la valeur, machin, tout ça, on connaît. Et la petite surprise, évidemment, c'était la boîte de raviolis. Donc, quand on parle de placement, quand on parle de monnaie, vous connaissez les attributs d'une monnaie ou les attributs d'un placement, bon, il faut que ça rapporte. Alors sachez que ce petit placement-là que j'ai entre mes mains, ça pèse quoi ? 800, non, en net, c'est 800 grammes, les gars. D'accord ? D'accord, mais moi, je roule en Dacia et j'achète de la marque Repère de chez Leclerc. J'ai pas les moyens de faire plus. Jean-François, augmentez les prix des pièces d'or, s'il vous plaît. Donc, cette boîte-là, elle était vendue, en gros, c'était presque en dessous d'1 €, donc on va dire entre 90 et 98 centimes il y a encore 4 ans. Aujourd'hui, quand ce n'est pas en promotion, rapidement, une boîte de raviolis, c'est 1,80 €. C'est juste pour vous dire que ce placement-là, net d'impôts, il n'y a pas de fiscalité là-dessus. L'État ne vient pas encore vous prendre votre plus-value dans votre placard de cuisine. Donc quand vous achetez une boîte de raviolis aujourd'hui et que vous la revendez dans 4 ans, par rapport au livret A, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, simplement, si vous avez la même femme que moi, enfin je parle pour les hommes, voilà, mais si vous avez la même femme que moi, le coût des totems de boîtes de conserve dans le salon, ça ne le fait pas. Et donc évidemment, en termes de monnaie, il y a un encombrement qui est réel. C'est que là, je stocke 1,50 € de valeur, même si ça prend de l'argent. Et évidemment, dans ce volume-là, je stocke beaucoup plus de valeur. D'accord ? Donc c'est évidemment toute la différence. C'est que là, avant de stocker 50 000 € de boîtes de conserve, il va falloir quand même que j'ai un semi-remorque à ma disposition pour pouvoir transporter mon magot. Mais voilà, c'était l'idée. Donc n'oubliez pas, quand on parle de débancarisation, on parle aussi évidemment de PEBC, donc le fameux, c'est le célèbre, le très connu plan épargne boîte de conserve, qui rapporte beaucoup plus que le livret A et que tous les placements financiers actuels qu'on peut vous proposer. C'est un placement qui est garanti. Alors, c'est pas garanti absence de viande de cheval, mais c'est garanti comestible. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Alors la débancarisation, c'est maintenant, c'est pas comme le changement. Le changement, on l'attend toujours. On l'attend toujours parce que les banques, voilà, on va pas s'apesantir sur les banques. Mais c'est un petit peu inversé. C'est tellement inversé qu'aujourd'hui, on vous parle de taux d'intérêt négatifs. Donc les taux d'intérêt négatifs, c'est que vous allez apporter votre argent à la banque et que quand vous allez repartir avec, vous en aurez moins. Donc c'est exactement cette petite image où c'est le banquier qui est complètement fauché et qui demande à ses clients combien vous pouvez me prêter et en plus, je ne vais pas vous rémunérer et en plus, vous repartirez avec moins d'argent. Mais ça, c'est si jamais tout se passe bien. C'est-à-dire que le meilleur des scénarios, vous allez placer votre argent à la banque et il ne vous rapportera rien. Ça, ce sera à partir de 2015. À partir de 2016, on peut penser que vous allez placer votre argent à la banque et que ça vous coûtera de laisser des sous à la banque. Et ça, c'est encore une fois si ça se passe bien. Parce que si ça se passe mal, c'est plutôt Chypre. Donc c'est plutôt, vous n'avez plus grand-chose. Donc la nécessité de débancariser, elle est effectivement très importante. Dans les mois qui viennent, l'une ou l'autre des multiples épées de Damoclès suspendues au ciel de l'histoire tombera sur nos têtes. Jacques Attali, on l'aime, on l'aime pas. Titre personnel, je ne suis pas forcément un fanatique de ce que représente Jacques Attali et de sa défense du système établi. Néanmoins, ces propos sont toujours intéressants à connaître. Alors, les raisons de la débancarisation,
Bon, on a parlé des taux, rapidement des taux d'intérêt négatifs, ça c'est très très important, il faut que vous l'ayez en tête. Mais ce n'est pas la seule chose. Je crois qu'il faut être extrêmement conscient de ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de se jouer. La dette de l'État français, c'est plus de 2000 milliards. Bon, alors le texte, ce sera pour vous après, si vous souhaitez le lire. On ne va pas y rester des heures là-dessus, mais c'était pour que ce soit accompagné d'explications. Donc, il y a quelques paramètres à retenir. Une dette de 2000 milliards, de plus de 2000 milliards. Un PIB qui est représenté par 57% de dépenses publiques. Quand bien même vous taxeriez à 100% la richesse privée, qu'elle n'est pas capable, c'est 100% des 43% restants, de financer 57%, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas taxer à 100%, c'est pas possible non plus. Donc de toute façon, vous avez un sacré problème dans l'équation. 2000 milliards de dettes, 57% du PIB qui est réalisé par de la dépense publique, et donc évidemment une dépense publique que l'on finance à crédit. On la finance d'autant plus à crédit qu'évidemment, depuis 40 ans, enfin, disons qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est à croissance zéro. Croissance moyenne de la dernière décennie, c'est zéro. Et chaque décennie depuis 40 ans voit la croissance moyenne de la décennie en cours inférieure à la croissance moyenne de la décennie précédente. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à la croissance zéro. Le problème, c'est que vos gouvernants, eux, ils ne savent pas gérer un pays sans croissance. D'accord ? Tout le postulat économique, c'est la croissance du PIB. Un PIB qui ne croît pas, ben, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'ils sont tous là en train de dire la croissance va revenir, on va relancer la reprise, on va... Bon. Alors c'est le dernier plan Juncker. Alors pour ceux qui ont lu le Contrarien ces derniers jours, j'étais allé rechercher les dépêches d'agences de presse sur les plans de relance précédents. Donc 2008, youpi, tralala, plan Barroso, relance 200 milliards. Alors là, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a rien vu. Et puis 2012, il n'y a pas si longtemps, Angela Merkel et François Hollande, jeune président, se réunissent. Plan pour la relance en Europe, quoi, hein, donc 130 milliards d'euros, plan franco-allemand, youpi, tralala. Regardez, c'est à la une du Monde, à la une des Échos, enfin bon. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir avec un tel plan de 130 milliards. Puis alors là, aujourd'hui, plan Juncker, 315 milliards d'euros. Bon, évidemment, on n'a pas la queue d'un rond. Donc Juncker, il a au mieux 20 milliards devant lui et encore en 6 ans. Enfin bon, en fait, il a moins 30 milliards parce que finalement, l'Union européenne actuellement est à découvert de 30 milliards parce que les États membres qui sont tous fauchés en faillite, ne payant pas leur quote-part, enfin, bon, c'est compliqué. Du coup, le GIE européen, il ne va pas très bien. On parlait des taux d'intérêt. Donc évidemment, les plans de relance, ça ne relance rien. Enfin, tout ça, c'est que de la communication, que de l'artifice. Donc on est vraiment sur cette notion c'est des effets de com, on est vraiment sur cette notion de croissance zéro. Donc les taux d'intérêt au plus bas qui préfigurent les taux d'intérêt négatifs, et évidemment des banques qui sont toujours d'une solidité totale et à toute épreuve puisqu'elles passent tous les stress tests. Comme vous avez dû en être avisé avec les tambours et trompettes de la grande presse, et comme la Royal Bank of Scotland, qui elle aussi a passé les stress tests, sauf que quelques semaines après, on a appris que c'était eux-mêmes qui avaient calculé leur propre ratio de solvabilité. Je vous rappelle quand même qu'ils étaient 6000 pimpins à la BCE à travailler pendant 6 mois avec vos impôts sur, soi-disant, la solvabilité des banques européennes. Mais comme ils n'étaient pas a priori assez nombreux, les fonctionnaires européens qui ne payent pas d'impôts, mais qui veulent s'occuper des vôtres, la Royal Bank of Scotland a calculé elle-même ses ratios de solvabilité, les core tier 1, les core tier 2, les core tier 4 et tout ce qu'on veut, et ils se sont trompés. Et ils ne se sont pas trompés par excès de pessimisme, évidemment. Ils se sont mis une bonne note. Évidemment. Bon. Et ils ont fait une erreur en la faveur de la banque, comme au Monopoly. Bref. Donc tout ça, évidemment, c'est à peu près aussi bidon les stress tests que le plan de relance de Juncker. Un contexte législatif qui évolue de manière absolument passionnante et permettant tout simplement de vous spolier légalement de votre épargne.
avec ce qu'on appelle les lois sur les bail-in bancaires, qui sont autrement dit les règlements en cas de faillite des banques. On peut se servir dans votre épargne. On peut aussi convertir votre épargne en obligation de la banque en faillite. Hein. Ah, monsieur, vous êtes à la Société Générale, hein, vous aviez 500 000 euros. Maintenant, vous avez 500 000 actions de la Société Générale qui est en faillite. Vous êtes content, hein? Ah oui, puis on ne vous a pas dit que vous n'avez pas le droit de les vendre, hein, pour le moment. Évidemment. Donc en fait, vous n'avez plus rien. Bon, l'illusion de la garantie des dépôts, j'avais fait un édito là-dessus dans le contrarien.com pour justement attirer votre attention sur ce point particulier. C'est au-delà d'une énorme illusion, une énorme blague. Hein, donc je vous explique comment fonctionne le fonds de garantie en France des dépôts. Donc déjà, vous avez en gros entre 3 500 et 4 000 milliards d'euros d'épargne financière, la vôtre, en France. Vous avez 1,8 milliard dans le fonds de garantie des dépôts. Donc le fonds de garantie des dépôts, ce sont les banques commerciales dans lesquelles vous avez vos comptes et votre épargne, qui en sont actionnaires. Et donc elles versent de l'argent dans ce fonds de garantie des dépôts. Alors, cette main-là verse de l'argent dans le fonds de garantie des dépôts. Et l'autre main de la même banque reprend cet argent, parce que vous comprenez bien, les sous, en fait, ils ne sont pas dans le fonds de garantie des dépôts. Les sous, ils sont placés. Et ils sont placés en actions et en obligations à travers des fonds communs de placement appartenant aux banques qui versent dedans. Alors, c'est super drôle. Quand vous prenez le tableau de quelle banque verse quoi, et quand vous prenez le tableau, c'est dans le rapport, hein, donc si vous avez fait fonds de garantie des dépôts, illusion des fonds de garantie de dépôt, le contrarien, vous aurez l'article, le lien et tout ce qui va bien, et que vous allez regarder le tableau de où les sous et dans quelle banque sont placés les sous du fonds de garantie des dépôts, vous avez la même liste. Voilà. Donc dans le fonds de garantie des dépôts, il n'y a rien. Et donc, les banques font semblant de le verser, c'est un jeu d'écriture, pour tout de suite le reprendre, pour replacer dans leur fonds commun de placement correspondant. Le tout, en plus, au passage, est déductible fiscalement pour elles. C'est absolument extraordinaire. D'accord ? Donc, il y a Eva Joly, quand même, qui a tenté de faire passer un amendement pour que les fonds que les banques versent dans le fonds de garantie des dépôts ne soient pas en plus déductibles de leurs bénéfices, vu qu'en plus elles sortent à peine l'argent. Enfin, c'est encore une fois qu'une écriture comptable. Et évidemment, une répression financière accrue, notamment en particulier à travers une fiscalité qui devient de plus en plus confiscatoire et qui le sera de plus en plus. Donc sachez que je suis un voyant, j'ai des flashs, et je vois quelque chose pour 2015. Il faut que je vous le dise. Je me concentre très très fort. Et je peux vous annoncer, sans me tromper, que vous allez payer plus de taxes l'année prochaine. Non, je vous assure. Vous verrez, on se revoit dans un an. Et ma prédiction, ma prophétie sur l'augmentation des taxes se réalisera. Alors bon, les impôts, peut-être que conformément à la promesse de notre président de la République, peut-être que les impôts sur le revenu, eux, n'augmenteront pas, mais enfin, vous en avez tellement d'autres que normalement, tout ça, ça sera autant de sous en moins pour vous. Oui, dernière petite année, bon, je l'ai évoqué, les banques chypriotes avaient aussi passé les stress tests. Un livre que j'aime beaucoup de Simone, hein, c'était son... Enfin, c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier, et j'adore le titre « Main basse sur votre argent ». Voilà, c'est un bouquin très sympa à lire, et donc je fais la pub de Simone là, mais je trouve que ça illustre très bien, et son titre illustre très bien ce qui va se passer. Donc la débancarisation, c'est évidemment pour éviter d'être un moujon, hein, donc cette espèce d'hybride mouton-pigeon qui va se faire tondre et qui ne peut que subir la situation. Hein, donc l'idée, c'est d'être non pas pessimiste, comme on me le dit souvent, ce n'est pas du pessimisme, c'est simplement du réalisme, et que ce réalisme nous permette non pas
d'être là dans une attitude passive, mais au contraire, et c'est extrêmement positif et optimiste, d'être acteur de notre patrimoine, de notre vie, de nos choix, et qu'on soit réellement des individus responsables. Et si je me masque la réalité, je suis par définition un individu pas responsable, je suis irresponsable. Donc voilà, c'est très optimiste que de vouloir être responsable, de prendre soin de ceux qu'on aime, de ses proches, et justement de se préparer. Alors bon, les actifs tangibles, ça, bon, bah, y en a plein, hein. Bon, retenez quand même un grand principe sur lequel je reviens avec cette histoire de tous mes œufs dans le même panier. Donc évidemment, on vous le dit, on vous le répète, on vous le rabâche, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, blablabla. Bla bla bla. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué par les temps qui courent. Simplement, la débancarisation, elle ne peut pas être totale. Elle peut rarement être totale parce que vous avez, en tant qu'épargnant, en tant que chef ou cheftaine de famille, hein, faut respecter la parité, machin, tout ça. Hein. Donc on a les chefs et les cheftaines de famille. Bon, vous avez des contraintes. Vous agissez sous contraintes. Les contraintes, ce sont des contraintes fiscales, ce sont des contraintes d'ordre d'objectif patrimonial. Par exemple, est-ce que vous avez une problématique de transmission ? Est-ce que vous avez une problématique de constitution, au contraire, de patrimoine? Est-ce que l'âge du capitaine est plutôt avancé? Et à ce moment-là, on va plutôt chercher à faire une optimisation de transmission et de succession. Ou est-ce que l'âge du capitaine est plutôt jeune? Bon, tout ça, ce sont autant d'éléments qui vont venir contraindre votre débancarisation. De même que la taille de votre patrimoine, de même que votre niveau d'endettement, de même... Bon, il y a beaucoup de choses qui, évidemment, viennent influer dans la débancarisation que vous allez pouvoir mettre en place. Mais l'idée centrale, c'est de diminuer au maximum votre sensibilité au risque bancaire et au risque financier. Et pour ça, vous n'avez que les actifs tangibles et la débancarisation. Et dans ce qui existe déjà, dans le cadre d'enveloppes que vous ne pourrez pas forcément toucher, vous pourrez quand même faire des arbitrages. Je discutais tout à l'heure avec Simone Wappler et elle me disait, ben, c'est l'exemple polonais. Donc bon, ils avaient eu un problème en Pologne, bon, Simone pourrait mieux vous en parler que moi, mais enfin, en gros, ils ont pris dans l'équivalent de leur contrat d'assurance vie là-bas, ils ont pris ce qui était obligataire, voilà, signé, vous en aviez plus, terminé, mais ils ont laissé ce qui était en fonds actions. Parce que sinon, ça aurait voulu dire vendre toutes les actions. Et donc, en vendant toutes les actions, bah, évidemment, c'était beaucoup d'actions qui arrivaient sur le marché. C'était les marchés qui s'effondraient. Et n'oubliez pas qu'on ne fait pas ça pour votre bien à vous, on fait ça plutôt pour le bien des financiers. Donc, évidemment, on ne fait pas s'effondrer les actions volontairement. Donc, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, vous avez plus de chances de conserver vos sous avec des actions. Je vous rappelle qu'une action, c'est un titre de propriété. Donc c'est un actif tangible, une action. Je ne vous parle pas de sa valeur. Sa valeur, elle peut fluctuer, elle peut même valoir 0. Hein. Mais c'est un titre de propriété. Une obligation, c'est une créance. D'accord? C'est une reconnaissance de dette, une obligation. Donc il y a de grandes différences. Donc là aussi, quand on parle de débancarisation, même dans l'enveloppe qu'on ne peut pas débancariser, on peut quand même faire des arbitrages. Donc il y a de véritables questions qu'il faudra vous poser. Et ça, c'est très important. Là, l'objet de mon propos n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. C'est la prise de conscience, si elle était encore nécessaire, et deux, d'essayer d'initier simplement l'approche intellectuelle qu'on peut avoir autour d'une problématique comme la débancarisation. Donc, on réduit sa sensibilité et on augmente sa résilience. Alors, un autre élément sur lequel je voulais qu'on puisse réfléchir un peu ensemble, c'est penser également entreprise. Si demain, on a devant nous un grand choc financier, qui peut aboutir à des faillites de grands établissements bancaires, à la mise en place de justement de ces nouveaux règlements de faillite avec la spoliation de l'épargne, ce genre de choses. On peut raisonnablement penser que
il y aura deux traitements différents. Il y aura un traitement réservé aux entreprises, parce qu'il faut bien falloir que le business puisse repartir. Et puis, il y aura un traitement réservé aux particuliers, aux moujons. D'accord ? Donc, le moujon, lui, il sera plumé et tondu, mais l'entreprise, pas forcément. Sinon, c'est tout le système économique que l'on fracasse. Donc, quand je vous dis penser entreprise, c'est que certains parmi vous peuvent avoir une entreprise, déjà, et puis certains parmi vous pourraient aussi avoir une entreprise. Une entreprise, à mon sens, va devenir un véritable vecteur de gestion patrimoniale, là, maintenant. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous devez mener une réflexion. Je pense qu'une trésorerie d'entreprise est beaucoup moins susceptible d'être saisie qu'une épargne financière classique. Créer une entreprise, ça a un coût, c'est un petit peu complexe. Vous avez des experts pour ça, des ingénieurs patrimoniaux, des experts comptables. Enfin bon, vous pouvez tout à fait vous faire aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Donc évidemment, tout dépend, encore une fois, du patrimoine concerné. Si on a 5 000 € à protéger, c'est assez facile. Vous faites un mix entre cette boîte de conserve, ce type de pièces en or et ce type de pièces en argent, et vous êtes à peu près protégé. D'accord ? Donc ça, pour 5 000 €, vous avez la réponse. Quand on parle de 5 millions d'euros, c'est évidemment beaucoup plus complexe. On n'a pas la même somme, on ne peut pas avoir 5 millions d'euros de boîtes de raviolis, et on n'a pas forcément intérêt, encore une fois, pour cette histoire de dans le même panier, de mettre 5 millions d'euros en or. Vous qui suivez l'or maintenant depuis quelques années, vous vous rendez bien compte que l'or comme l'argent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc tout va bien quand on a compris pourquoi on le faisait et qu'on le fait sur du long terme et dans une optique non pas spéculative, mais dans une optique de protection patrimoniale, dans une optique assurantielle, parce qu'on a fait tous les constats. La dette, le PIB, l'absence de croissance. Donc si vous voulez, ça ne peut mener qu'à une seule chose. Et souvenez-vous des étapes de la crise. Crise immobilière aux États-Unis, crise bancaire avec les subprimes, crise bancaire égale crise boursière égale crise économique égale plan de relance, machin, tout ça, égale crise budgétaire et finance des États. Et donc, une fois qu'on arrive dans la crise de l'endettement des États, c'est là où nous sommes aujourd'hui, et bien après, vous avez la dernière étape, on n'y est pas encore, ce sera la résolution de l'endettement de l'État, des États, parce que c'est l'État japonais, c'est l'État américain, c'est les États européens, enfin bon, tout le monde est surendetté. Bon, ce n'est pas qu'une histoire franco-française. Donc vous aurez un grand règlement de l'endettement des États. Et en général, ça se règle par une faillite, et ces faillites-là, elles amènent en général une refonte monétaire. Donc la prochaine grande crise qui arrive, on vous dira que c'est encore une nouvelle crise, on ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas savoir, et blablabla, et blablabla. On peut savoir, c'est une évidence, vous aurez une crise monétaire. Et tous les 40 à 50 ans, vous avez une grande crise monétaire et une refonte monétaire. Donc, on n'achète pas de l'or ou de l'argent pour le court terme, pour le moyen terme. Enfin, si vous le faites, vous le faites, voilà, et donc vous prenez vos risques patrimoniaux. On achète de l'or et de l'argent pour une assurance long terme, anti-crise notamment monétaire, pour son patrimoine. Mais si vous avez 5 millions d'euros, vous n'allez pas évidemment forcément acheter 5 millions d'euros d'or. Pour une simple et bonne raison, vous aurez de l'immobilier, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être envie de léguer des choses, vous avez peut-être envie de les aider, je ne sais pas, d'accord ? Il y a plein de possibilités différentes. Bon. Donc, vous ne mettrez pas forcément 5 millions d'euros ni dans vos boîtes de raviolis, ni dans vos pièces d'or. Mais vous pourriez peut-être avoir une entreprise pour mettre, par exemple, une partie de votre trésorerie dans votre entreprise. C'est ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Ça ne change rien au capital de la société. On crée une société avec un capital d'1 euro et on peut tout à fait verser dans cette entreprise 4 millions d'euros de cash sur son compte courant d'associé. D'accord ? Alors ça, après, vous voyez avec votre expert comptable tous les avantages, tout ce que vous pouvez faire avec. Donc soit vous créez, par exemple, un business réel, bon, soit c'est pas de votre faute à vous si le business ne vaut pas le jour. Donc, je ne sais pas, mais il y a peut-être des choses à faire.
Donc, vous avez un sujet là qui a creusé sur avoir une entreprise pour y mettre mon argent, parce que l'argent que j'aurai dans une entreprise qui a le droit d'acheter de l'or, qui, quand elle fait des moins-values, peut justement les déduire de ses plus-values. D'accord ? C'est intéressant aussi le traitement fiscal. Je fais de la moins-value sur certaines de mes lignes de pièces d'or et je fais de la plus-value sur d'autres. Je vais pouvoir compenser les plus-values et les moins-values, par exemple. D'accord ? Donc, il y a un intérêt aussi à avoir éventuellement cette vision entreprise pour protéger son patrimoine. Donc, gardez bien ça dans un coin de votre esprit. Bon, l'or, je ne reviens pas dessus, si ce n'est juste pour vous dire une chose, c'est que vous avez beaucoup entendu ces derniers temps, l'or baisse, c'est la fin de l'or, monseigneur, c'est plus l'or. Il baisse en dollars, il ne baisse pas en euros. D'accord ? Et comme jusqu'à présent, l'euro n'a pas encore explosé, vous achetez votre or en euros. Et aujourd'hui, globalement, l'or en euros est relativement stable. C'est simple, c'est l'effet de change. C'est l'euro, c'est le dollar qui monte. D'accord ? Donc quand l'or baisse en dollars, mais que le dollar monte, c'est-à-dire que l'euro baisse, eh ben, globalement, ça reste à peu près stable. Donc attention à cette fausse illusion, et d'ailleurs ça vous donne quand même une idée de la pertinence de certains journalistes qui relaient à l'envi l'or baisse, effondrement de l'or, oubliant qu'ils l'achètent en euros et qu'en euros l'or ne baisse pas tellement. Autre chose, et je me fais un grand plaisir de vous le dire, parce que c'est un argument que j'ai beaucoup entendu, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'or ne rapporte rien. L'or n'a pas de rendement. Alors c'est une relique barbare. Parce que, attendez, placez du pognon en or et l'or ne vous rapporte rien. Faut être con quand même d'acheter de l'or. Faut être débile. C'est tellement plus intelligent maintenant de placer son pognon à la banque et d'avoir un taux d'intérêt négatif. C'est quand même vachement plus intelligent. Donc surtout, mesdames et messieurs, n'achetez pas d'or, c'est une relique barbare, ça ne sert à rien. Laissez votre argent à la banque et attendez les taux d'intérêt négatifs. Là, vous êtes sûr de faire vraiment une super opération, vous enrichirez le système, mais surtout, n'achetez pas d'or. Ça ne rapporte rien. Eh bien, je crois quand même que le bon sens finira par l'emporter et qu'on se rendra compte qu'il vaut peut-être mieux quelque chose qui est neutre, qui ne rapporte rien, mais qui ne coûte rien, plutôt que de détenir de l'argent qui non seulement ne vous rapporte plus rien, qui en plus supporte des risques que vous n'avez pas sur l'or. Hein. L'or n'a aucun risque. Il a un risque quand on le convertit dans une monnaie. Mais votre kilo d'or, c'est toujours un kilo d'or. Il n'y a aucun risque de kilo d'or. Hein. D'accord ? Enfin, sauf si on vous en découpe un morceau. Bon, voilà. Mais votre kilo d'or, il va toujours rester un kilo d'or. Bon, et s'il fond et que vous êtes à côté, on peut penser que vous allez fondre aussi. Donc, bon, globalement, il n'y a pas de risque pour votre or. Alors que votre monnaie, votre placement financier, il a des risques monétaires, des risques de contrepartie. Bon. Et on doit avoir ces deux idées-là présentes à l'esprit. Attention, l'or, il est quand même relativement stable en euros. Et deuxièmement, d'accord, il ne rapporte rien, mais grand avantage par rapport à ce qui arrive, il ne vous coûtera rien. Hein, je rappelle, dans le meilleur des cas, vous aurez des taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est le meilleur des cas. Attention à l'argent, c'est super l'argent. Hein, alors attendez, là, ce n'est pas le bon truc. Voilà, l'argent, il est là, on reviendra sur les diamants après. L'argent, c'est super, mais quand vous regardez juste les images, faites pas attention au texte, si on regarde juste les images, c'est des graphiques qui sont beaucoup plus heurtés. Donc quand on parle de gestion patrimoniale, on a de l'argent, c'est très intéressant d'avoir de l'argent. Si on veut être plus spéculatif, c'est très intéressant de surpondérer la poche argent. Mais attention, hein, là encore une fois, je vous parle gestion patrimoniale, tous mes œufs dans le même panier ou ce genre de choses. On peut évidemment s'amuser à rajouter
Un peu de diamant, là pareil, regardez les images, c'est le comportement du cours du diamant. Donc pareil, c'est quelque chose qui est très pratique. Bon, je vous révèle un petit secret. Je suis à Roissy-Charles de Gaulle, je veux m'envoler. Ding, 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 ça sonne. Je suis à Roissy-Charles de Gaulle, je vais m'envoler. Ding, 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 ça sonne. Les diamants, ça sonne pas. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc payez vos impôts, la fraude fiscale, c'est pas bien. L'État a besoin de vous. I want you. Enfin, I want votre pognon. Enfin, c'est l'État, hein, voilà. Mais c'est l'État qui a besoin de votre argent. Hein. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. C'est plus facile de passer la frontière en ayant fait monter un diamant sur le doigt de madame, plutôt que de passer une valise de billets. Enfin, bon, il y a des trucs comme ça, mais il faut juste être un peu créatif. D'accord? Donc, c'est intéressant, le diamant. Voilà, c'est juste intéressant, le diamant. Enfin, l'or et l'argent, c'est intéressant aussi. Il y a aussi un autre service qui est pas mal quand on parle de débancarisation, qui existe, qui est là, qui est à votre disposition. C'est évidemment la Veracart. Hein, alors la Veracart, oui, parce que vous savez, l'or, c'est la relique barbare, ça ne sert à rien. Et puis mon brave monsieur, vous n'allez quand même pas aller payer votre boîte de raviolis en pièces d'or. Alors déjà, première réponse, pas encore, mais ça va venir. Deuxième réponse, bah si, moi je peux payer en or, puisqu'en fait, j'ai une carte bleue dont le solde est baqué à 100% en or. D'accord? Donc ce n'est pas de l'argent que j'ai derrière ma carte bleue, c'est une contre-valeur en or physique. Donc quelque part, quand je vais faire mes courses et que j'achète et que je paye avec ma carte Veracart, j'achète ma boîte de conserve en or. Intérêt, c'est que votre or est tout de suite mobilisable sous la forme de la contre-valeur espèce financière liquide. Bon, puis pareil, une carte bleue, ça ne sonne pas au portique d'aéroport. Et votre carte bleue, Veracart, elle marche en France, mais elle marche aux États-Unis. Et théoriquement, d'accord? Et donc, quand je vais tirer dans un distributeur en France ou aux États-Unis, bah, ma réserve d'or que je débite, elle est en Suisse. C'est bien la mondialisation quand même. Hein. Non, il y a des aspects positifs sur la mondialisation. Il y a aussi plein d'aspects négatifs. Mais ça donne certaines possibilités. Donc évidemment, bon, vous avez tous les avantages. Vous lirez, ce sont des solutions qui sont à votre disposition. Quand on parle débancarisation, on parle donc actifs tangibles. Hein, je ne vous refais pas parce j'en ai déjà beaucoup parlé. La forêt, les terres agricoles, la maison à la campagne, le lopin de terre, la boîte de raviolis, le canoë-kayak, le voyage en Thaïlande. D'accord ? Donc évidemment, quand on a beaucoup d'argent, on peut s'acheter une résidence secondaire, ça peut être sympa. On va avoir une valeur d'usage. Si on n'a pas beaucoup de sous et qu'on a peur de se faire prendre ses sous, eh ben après tout, autant se faire plaisir. C'est toujours ce qu'ils n'auront pas. D'accord ? Donc on peut aussi partir en voyage et faire plaisir à sa famille, tout simplement. On va essayer de passer directement aux questions-réponses. Enfin, directement, c'est un bien grand mot. Voilà, vos questions. Oui, si ça ne vous ennuyait pas de vous exprimer sur les problèmes de cotation de l'or, si vous pouviez nous dire maintenant qui s'occupe de la cotation de l'or et comment ça se passe. Est-ce que vous avez vu des changements dans les cours de l'or? Non. Donc en fait, globalement, ça se passe à peu près de la même façon. Il y a un petit peu moins d'acteurs. Ils ont changé ça au mois d'août. Bon, ça a été, comme prévu, un changement dans la continuité. Il y en a deux qui ont revendu leur share et leur participation dans le mode de cotation de l'or. Bon, voilà, pour le moment, ça n'a strictement rien changé. On a toujours les mêmes marchés. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de changement majeur, il n'y a pas eu d'appréciation, de dépréciation. Objectivement, les faits nous montrent que pour le moment, ça n'a eu aucun impact. Simplement, ça a eu un mérite.
c'est que ça a mis beaucoup plus sur la place publique, justement, les arrangements entre amis qu'on pouvait avoir sur la cotation de l'or. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne que les cours de l'or sont bien tenus et manipulés. On le voit encore plus à travers les problèmes qu'ont certaines banques centrales à rapatrier leur or. Actuellement, les Suisses vont voter pour savoir s'il faut rapatrier ou pas leurs réserves d'or et s'il faut forcer leur banque centrale à renforcer les réserves en or de la Suisse. Et on voit bien que ça gêne énormément le système financier. On a vu que pour l'Allemagne, ça a été impossible de récupérer son or. Il n'y a qu'un seul pays qui a pu récupérer son or, c'est lequel? C'est bien, il y en a qui suivent. Pourquoi? Pardon? Allez, une boîte de raviolis à celui qui trouve. Attention. Je mets en jeu une boîte de raviolis. Non, bah, c'est des fausses. Non. Allez, je vous donne un indice. Je vous donne un indice, mais en geste. Ah, par rapport, MH17, bravo. Donc là, c'est deux boîtes de raviolis, une devant, une derrière, en même temps. Souvenez-vous, le MH17, ce sont des passagers qui ont quelle nationalité? Il y a eu un... Vous êtes au courant de rien sur l'enquête. C'est normal. C'est évidemment normal, puisqu'il y a un protocole... Alors ça, c'est officiel. Il y a un protocole pour garder le secret qui a été signé entre les autorités ukrainiennes, les autorités hollandaises, les autorités australiennes et les autorités américaines. On ne dira rien sur le MH17. Et comme par hasard, personne ne récupère son or, sauf les Hollandais. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, évidemment, les Américains ont de l'or, contrairement à certaines rumeurs, on vous dit, les Américains n'ont plus d'or. Les Américains ont de l'or. Mais les Américains ne veulent pas lâcher leur or. Et les Américains, à mon sens, ont beaucoup plus d'or que ce que l'on croit. Et on est en train d'assister à une superbe partie de poker menteur. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais souvenez-vous, il y a quelques années, toutes les pubs que vous receviez hors postal, vous qui êtes sans dents, si vous pouviez retirer encore celle que vous avez qui a un peu d'or, là, ça m'arrangerait, vous serez vraiment un sans dents, d'accord? Donc, on essayait de récupérer vos débris d'or, on vous faisait les poches, on allait... Bon, cet or, où est-ce qu'il est allé? Dans l'île de Man, bravo. Et l'île de Man, c'est quoi? À part un paradis anglo-saxon siégeant au milieu de l'Europe, bah, oups, un paradis encore fiscal dans l'Europe, un peu comme le Luxembourg. Eh bien, c'est un paradis fiscal anglo-saxon qui permet de tout opacifier et on perd la trace de toutes ces sociétés, hein, les hors postales, tous ces trucs dont vous voyez la pub. Ça a nécessité quand même énormément d'investissements, énormément de mise de fonds. Il fallait racheter de l'or, il y avait des filières logistiques, il y avait des gens pour traiter ça, pour vous renvoyer une proposition totalement en plus, enfin c'était de l'escroquerie, où on vous achetait le gramme d'or 4 fois, enfin c'était 4 fois moins que sa valeur réelle, etc., etc. Et donc tout cet or-là, il a été complètement blanchi, refondu, et il est parti, à mon sens, dans les coffres de la Réserve fédérale américaine, qui a fait toutes les poches des citoyens du monde occidental. Ce n'est pas les Chinois qu'il y a derrière, hein. C'est évidemment les Américains. Donc ils ont de l'or. Simplement cet or-là, ils ne veulent pas le faire partir. Ils veulent le garder. Pourquoi? Parce que l'or ne sert à rien. Première réponse. Deuxièmement, parce que certaines très grandes banques américaines dont vous connaissez le nom, JP Morgan et Goldman Sachs, merci. Ce sont des banques qui ont vendu à découvert, ce sont des banques à qui la Réserve fédérale a loué officiellement son or, mais quand la Réserve fédérale loue son or contre un taux d'intérêt, alors vous pouvez regarder, c'est les GoFo, les machins, les trucs, tout ça, vous pouvez regarder à quel prix se prête l'or. Bon.
il ne faut pas vous imaginer que quand on prête l'or, en fait, l'or, on le prête en le donnant, hein, en le mettant, en le faisant quitter les coffres de Fort Knox, en le mettant dans un camion, en le livrant à la Goldman Sachs, qui, elle, va s'en servir pour le faire travailler. Non, non. L'or, il reste à sa place dans les coffres de la Réserve fédérale, mais il est prêté. Et en fait, c'est un peu comme s'il avait été vendu à découvert. Et donc, si tout d'un coup, tout le monde demande à rapatrier son or, eh bien, le jour où il y a une livraison à faire, on se rend compte que la Goldman Sachs est toute nue, qu'elle n'a rien à livrer. On se rend compte que la JP Morgan n'a rien à livrer. Et donc, évidemment, ça vous fait tout simplement exploser le marché de vente d'or physique. Et donc, c'est ce qui va arriver immanquablement. Simplement, on n'y est pas encore. Tout à l'heure, Simone, vous parlez des Chinois qui faisaient tout pour acheter de l'or. Des Russes qui font tout pour acheter de l'or, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien. Vous avez également les Saoudiens qui actuellement achètent de l'or, beaucoup d'or. C'est normal parce qu'ils sont en train de saccager les prix du baril de pétrole. Alors ça, pareil, bon, je m'éloigne complètement de la question qui était posée, mais c'est une information importante. Surveillez bien les cours du baril de pétrole. À partir de 60 $ le baril de pétrole, c'est la guerre entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. D'accord ? À 60 $ le baril de pétrole, c'est plus la Russie qui est visée, c'est la Russie et les États-Unis qui sont visés par l'Arabie Saoudite et par les membres de l'OPEP. Pourquoi ? Parce qu'à 60 $, leur industrie des gaz de schiste, boum, elle se fracasse. Et alors là, la tête de la reprise américaine, j'espère qu'il y aura un gros vortex polaire cet hiver. Heureusement, elle a déjà commencé. Parce que, la croissance, elle ne va pas être bonne sans leur gaz de schiste. D'accord ? Donc évidemment, les Saoudiens, ils ont envie de fracasser l'industrie pétrochimique au sens large américaine, puisque les Américains commencent à devenir un danger. Et au-delà d'être un danger, c'est vrai que si jamais les Américains n'ont plus besoin du pétrole saoudien, les Saoudiens, c'est un très très grand pays, mais enfin ils ne sont pas très 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 nombreux, et autour, il y a un peu de gens un peu hostiles. Donc, ils ont un peu peur pour leur avenir. Voilà, donc ça c'était pour la partie or, pétrole, machin, et mes digressions digressives. Une autre question. Oui, monsieur. Solvency 2, BAL 3, TRACFIN, interconnexion des fichiers dont vous n'avez pas parlé et qui se met en place après la période d'essai dès cette semaine, font que mes clients, quand ils ont de l'argent en banque, ils sont faits comme des rats. Ils ne peuvent pas retirer les sous parce que les banques, elles bloquent. Elle ne laisse pas partir l'argent. Le moindre retrait, il faut qu'il le justifie. Alors si vous retirez 2 ou 3 000 euros, vous pouvez toujours dire que vous avez un amant ou une maîtresse, mais au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai des clients complètement acquis à la cause de la débancarisation, et bien ils n'y arrivent pas. Et la question aussi, excusez-moi, c'est sur les petits patrimoines, c'est-à-dire les personnes, les patrimoines inférieurs à 100, 120, 150 000 euros, on est quasiment démunis pour bien les conseiller. Alors, sur les petits patrimoines, effectivement, on va dire 150 000 euros, je crois qu'il y a une chose à regarder, c'est déjà toujours se poser la question, alors ça c'est valable là, maintenant pour tout le monde dans la salle, aujourd'hui, avez-vous des dettes ? D'accord ? Pour tous ceux qui ont des crédits aujourd'hui, vous avez peut-être entendu les taux d'intérêt à 10 ans français en dessous de 1%, 0,98%. Les taux sur des maturités plus courtes, c'est-à-dire sur des durées moins longues, la maturité d'un crédit, c'est un mot compliqué pour dire tout simplement sa durée, hein, on veut juste que vous ne compreniez pas, parce qu'il suffit juste de dire la durée du crédit, hein, pas sa maturité. Donc sur les durées plus courtes, les taux sont carrément négatifs, hein, donc encore une fois, ça vous coûte de prêter. Vous n'êtes plus payé pour prêter, vous perdez de l'argent quand vous prêtez, c'est quand même ça doit poser un vrai questionnement intellectuel, si vous voulez. Hein. C'est juste pas normal. C'est juste l'inverse des principes, non pas de la science économique, mais des principes de l'économie concrète, réelle. Voilà. Donc, profitez évidemment de ces taux bas pour renégocier vos crédits. Ça, vous le gardez bien en tête. On renégocie ces crédits. Si on est en taux variable, on en profite évidemment pour passer à taux fixe, puisqu'on est sur des bases de taux qui sont extrêmement basses. Et on se pose la question, est-ce que je dois rembourser éventuellement par anticipation ?
tout ou partie de mon crédit. Et après, la débancarisation, il n'y a pas qu'une manière de le faire. Il y a autant de façons qu'il y a d'individus, et ça va dépendre de vos projets, de là où vous allez placer les différents curseurs. Certains d'entre vous vont dire « Non, mais moi, je préfère garder l'effet de levier de mon crédit, donc je vais juste renégocier le crédit. Donc je renégocie le taux pour que ça me coûte moins cher. Je conserve ma dette à 100%, et puis je place le reste dans de l'or, dans de la boîte de conserve, dans une résidence secondaire, peu importe. Il y a ceux qui, comme moi, vous diront, enfin, à mon sens, désendettez-vous. Désendettez-vous, c'est important. Parce que quand on est un petit patrimoine, si on est relativement jeune, on peut avoir des vrais soucis de carrière et d'accidents professionnels, chômage, plans sociaux, c'est très à la mode, et ça le sera encore plus dans les mois et semaines qui viennent. Vous avez vu encore le dernier chiffre du chômage, hein, l'inversion de la courbe. Hein. L'inversion de la courbe, elle n'est pas prête de s'inverser. Hein. C'est la feuille de la courbe qu'il faut tourner si on veut voir une inversion. Sinon, le mouvement, il est très très bien amorcé et rien ne l'arrêtera. Donc, on peut essayer de se désendetter pour justement se prémunir d'une baisse de revenus. Mais si on est plus avancé en âge, qu'on est un jeune retraité, le jeune retraité, il est dans les 57% de dépenses publiques. Hein. D'accord, de dépenses publiques du PIB au sens large. On avait un débat tout à l'heure, oui, mais attention, la Sécu, machin, tout ça, c'est pas l'État. Non, d'accord, c'est pas l'État, mais c'est ce qu'on appelle de la dépense publique au sens large. D'accord. Donc c'est dans les 57%. Je parle un petit peu. Plus il va y avoir de chômeurs, plus il va y avoir de déficit, plus il va y avoir de dettes, moins on paiera les pensions de retraite, et on voit les retraites complémentaires des fonctionnaires aujourd'hui qui vont baisser de 30%. Ça pique, hein, 30% de baisse en 2015 sur les retraites complémentaires de certains fonctionnaires. Ce n'est que le début. Hein, c'est chaque année, chaque mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, hop, on vous grappille. Hein, c'est la théorie de la petite grenouille. Si on la met dans la casserole d'eau bouillante, hop, tout de suite elle sort, ça ne se passe pas bien. Si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on chauffe progressivement, bah, évidemment elle ne se rend pas compte du changement. Et puis elle finit, petite grenouille bouillue, petite grenouille foutue. Bon, ben, la petite grenouille, c'est vous. Donc, évidemment, il faut que le changement se fasse doucement, et plus le changement se fait doucement et par itération, plus il est accepté, plus il est supportable, mais enfin à l'arrivée, on va être grec. Donc pour les petits patrimoines, on se pose vraiment cette question autour de l'endettement. On se pose aussi la question, ça c'est très important, de son PEL, d'accord, donc non pas le plan épargne logement, mais de son patrimoine, qui est en l'occurrence pas pléthorique, mais qui peut quand même donner un certain nombre d'éléments, de son emploi, PE, patrimoine, emploi et localisation. Et ça, ce sont les 3 paramètres de votre liberté personnelle. Vous pouvez jouer sur votre patrimoine, vous pouvez, enfin, dans une certaine mesure, vous pouvez jouer sur votre emploi, dans une certaine mesure, et vous pouvez jouer sur votre localisation, dans une certaine mesure. Le smicard qui vit en région parisienne dans une zone sensible en HLM, et ça fait 10 ans que le gars il se lève à 4 h du matin pour aller faire le ménage quelque part, je ne vois pas trop l'intérêt. D'accord ? Il peut même aller dans un logement social dans la ville du Mans où il y a 70% des logements sociaux qui sont vides. Donc quand vous arrivez, on vous dit bah, tenez les clés, voilà, allez choisir votre appartement. Il va pouvoir se mettre au RSA. Il va pouvoir vivre de l'assistanat, l'assistanat fonctionne, et il gagnera plus en fait en vivant de l'assistanat avec des CAF dans une ville de province, il vivra beaucoup mieux qu'en travaillant en Île-de-France avec un salaire comme le SMIC. Donc même quand on n'a pas un rond, avoir une réflexion d'agent économique sur le PEL, attention, je ne suis pas en train de vous dire allez tous vous faire assister au RSA au Mans. Je vous dis simplement, en tant qu'agent économique, si moi, demain, j'ai plus intérêt à être au RSA au Mans qu'à travailler sur Paris, je n'hésiterai pas une seconde à agir et à jouer sur mon PEL et à me dire, je joue sur la localisation, je pars au Mans, je joue sur mon emploi, je me fais virer, assez facile, et je joue sur mon patrimoine, RSA.
D'accord? Mais c'est juste un calcul d'agent économique. C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas reprocher aux gens d'agir en fonction des leviers qu'ils ont à leur disposition. Voilà. Donc après, on peut avoir un grand débat philosophique sur l'assistanat, le montant, le RSA, les trappes à pauvreté, les trappes à bas salaire, les trappes à inactivité et toutes les autres farces et attrapes qui peuvent exister. Mais ce sont des calculs d'agents économiques, et les agents économiques ont toujours raison, voilà, tout comme le marché, entre guillemets, a toujours raison. Donc on joue là-dessus. Et pour répondre à votre question précédente, donc c'est une approche qui ne va pas être tant financière que aussi beaucoup intellectuelle, pour savoir quand on est un petit revenu ou un petit patrimoine, comment on peut s'en sortir au mieux dans le monde qui arrive. Et ça veut dire aussi être capable intellectuellement de remettre en cause la manière dont on vit. Voilà. C'est pas parce qu'on est né ici, qu'on a grandi ici, qu'on a vécu ici jusqu'à présent, que si on y a une vie qui est complètement merdique, on doit continuer par le poids des habitudes à y vivre, à prendre son RER, à faire 2 heures de transport dans des conditions absolument déplorables pour aller se recoucher dans une banlieue dortoir et élever ses enfants dans des écoles épouvantables avec des taux d'échec scolaires monstrueux, etc. etc. D'accord ? Donc on n'est pas obligé de subir ça. Et donc sur les petits patrimoines ou sur les gens qui ont des petits revenus, pour moi, toute la réflexion, elle doit être orientée sur ce genre d'éléments. Pour en revenir donc à l'autre élément de votre question qui était les patrimoines plus importants, en gros, je ne peux plus bouger les sous parce qu'on me demande la provenance des fonds, mais on me demande aussi maintenant la destination des fonds. Et c'est vrai que dire que ma maîtresse me coûte très cher, c'est pour ça que je lui fais un chèque de 500 000 €, ça devient délicat. Ça devient délicat. Et donc, on vous demande une justification économique. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi? Entreprise. Et ça, on ne vous embêtera jamais parce que c'est la plus belle des justifications économiques. Je vais créer de l'emploi. Je vais créer de l'activité. Si vous vous débrouillez bien, vous allez même leur obtenir des subventions. Hein. Avec de l'argent public. Payé avec vos impôts. Enfin, ceux des moujons. D'accord? Alors, le mieux, c'est avant de faire mettre votre client au RSA quand même. J'y reviens. Vous l'envoyez au Mans. Vous lui trouvez un HLM. Vous le mettez au RSA. Et là, je ne vous raconte pas les subventions qu'il va avoir quand il va créer sa boîte. C'est génial. Alors déjà, on vous paye tous les stages. Vous allez avoir l'ACRE, qui est un dispositif payé avec le fric des moujons, et qui permet aux gérants de ne pas payer de charges sociales, machin, etc. Il va pouvoir avoir des prêts d'honneur. Il va pouvoir avoir... Bon, alors, si vous êtes vraiment très fort et que c'est un projet innovant, c'est important l'innovation. Il faut renforcer l'innovation. Non, parce qu'on s'en sortira pour relancer la croissance, il va falloir innover. Et moi, quand je vois ceux qui me parlent d'innovation au niveau de l'État, je me dis qu'on n'est pas prêt d'innover. Hein. Bon, mais bref, imaginons qu'on innove. Eh bien, pour les projets innovants, alors là, vous avez plein de trucs. Et même des fonds européens, vous savez, les plans Juncker, les plans machin, les plans trucs. Alors là, si vous êtes innovant, vous pouvez aller chercher du pognon. Vous avez plein de trucs, l'OSEO, BDPME, enfin bon, les noms changent, mais tout ça, ça reste, c'est la même logique. Alors là, c'est des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros que vous pouvez lever pour une SAS. C'est super. Hein, alors, si vous avez 500 000 € à mettre, par exemple, OSEO, pour un projet innovant, va abonder à hauteur de 100% de vos fonds propres. Donc, si vous mettez 500 000 €, vous pouvez demander à OSEO 500 000 €. Non, c'est super quand on raisonne entreprise. Il commence à y avoir des choses à faire. Et là, comme par hasard, vous pourrez sortir les sous. Pour OSEO ? Non, pas forcément. Pas forcément. Après, en revanche, ça va effectivement limiter les montants. Et pour certaines aides et pour certains montants importants, là, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement 3 années d'existence. Et il ne faut pas être en perte, par exemple. Je vais procéder à la deuxième exfiltration. Donc, Charles, merci de ta prestation. Je reprends ma boîte de raviolis. Un petit peu débordé.
Et il est intarissable. Là-bas, c'est un monsieur qui aurait pu gagner la boîte de raviolis, mais comme il n'a pas de chance et que c'est un mec, je vais l'ouvrir à la dame. Voilà, c'est du sexisme de base. Et c'est de la discrimination, mais de la discrimination positive. Non, laissez-la fermer, madame. C'est une vraie. Merci, Charles. Donc, il sera disponible tout à l'heure, donc vous pourrez l'envahir et lui poser tout plein de questions. Il a tout plein de réponses.